Bonjour à tous. Donc, comme vous pouvez l'entendre, malheureusement, j'ai peu de voix aujourd'hui. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux. Si vous ne comprenez pas, levez la main, il n'y a aucun problème. Donc aujourd'hui, on va parler de Git, un outil qu'on utilise au quotidien, mais que parfois on l'utilise, mais sans trop savoir pourquoi. Et souvent, on ne connaît pas certaines commandes bien pratiques qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui. Donc qui suis-je? Merci pour la super présentation. Donc, je m'appelle Julien, DevOps, développeur depuis plus de 15 ans maintenant. Voilà. Mais le plus important aujourd'hui, c'est on va parler de Git. Une question qui revient souvent, c'est qu'est-ce que Git, qu'est-ce que GitHub? C'est-tu la même chose? On va essayer de démystifier tout ça. Puis ensuite, on passe vraiment au cas d'usage sympa qui résout nos problèmes du quotidien. Donc Git, c'est un système de versionning. Le plus important, c'est qu'il est décentralisé. Ça veut dire quoi, décentralisé? Moi, quand je clone un repo, je l'ai sur mon local. Imaginons que mon collègue Lucas le clone sur son ordi. Il va être local. On est décentralisé. Je peux faire n'importe quoi sur le mien. Je ne l'impacte pas. Et on peut avoir un repo centralisé où on va ramener nos changements. C'est de type graph. Et Git est 100% open source. Maintenant, GitHub, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme SaaS. C'est un produit vraiment en ligne autour de Git qui va rajouter des fonctionnalités par-dessus. Et c'est le fameux repo centralisé où on va pouvoir mettre en commun nos changements. Il existe d'autres outils, mais aujourd'hui, j'ai préféré prendre GitHub. Donc dans Git, il y a plusieurs types d'objets. On va les passer un à un. Rapidement, le premier, c'est le commit. C'est celui qu'on entend le plus, c'est celui qu'on va le mieux. Je vais committer mes changements. Ça représente un changement. Ce qui est important, c'est qu'un commit, donc on est dans un système de type graph. Donc un commit, il a soit un commit par an, soit plusieurs par an, un au moins, ou pas du tout de par an. Oui, il faut bien commencer quelque part. Et ce qui est important, c'est que tous les commits sont immutables. Donc on ne peut pas modifier un commit, ou presque. Et enfin, ce qui est important, c'est qu'un commit a un identifiant unique, un hash. J'ai mis un exemple, c'est long comme pas possible. Pour la présentation, j'ai simplifié mes hashes en C1, C2, C3, parce que c'est plus facile à parler. Donc voici une représentation simple, C1, C2, C2 est un enfant de C1. Maintenant, on a des branches. Donc, qu'est-ce qu'une branche? Une branche, c'est un pointeur sur un commit. Et c'est une branche de graphe, vu qu'on est dans un graphe. Puis c'est vraiment l'outil, c'est vraiment l'objet qu'on utilise le plus, qui est à la base de la collaboration. Donc on va avoir plusieurs branches dans un projet, mais généralement on en a une principale. Main, anciennement master, production, develop, nommez-les comme vous voulez, c'est un nom. Et on peut en avoir plusieurs. Puis l'autre objet qu'on va voir, c'est un tag. Un tag, c'est un commit où on va lui rajouter un label dessus en disant, par exemple ici, mon C1. C1, c'est super chiant à prononcer, quoique ici c'est bien, c'est C1, mais c'est A32, 4, 7, 8, 9, 10. Je vais simplement l'appeler, toi tu vas être le commit V1.0.0. C'est ma version. Un tag est immutable, on ne peut pas modifier un tag. Une fois qu'il est là, il est là, on peut le supprimer, mais c'est tout. Et c'est vraiment ce qu'on va utiliser le plus pour définir des versions. Ensuite, c'est bien, j'ai ma branche principale, par exemple main, puis là je suis en train de travailler. Donc j'ai parti une nouvelle branche qui s'appelle Feature 1, parce que j'ai beaucoup d'imagination. Je mets des commits dedans, et maintenant je veux ramener mon travail dans ma branche principale, dans main. Pour ça, le plus commun, ce qu'on fait, c'est un merge. Dans Git, il y a deux types de merge, pour simplifier. Il y a ce qu'on appelle le fast forward, et le récursif ou three-way merge. Mais le principe, c'est vraiment la même chose, c'est je prends mes commits et je les veux dans ma branche principale. Le fast forward, son gros avantage, c'est que c'est quelque chose qui permet de garder un historique linéaire. Donc par exemple ici, j'ai C1, C2 dans main, j'ai aucun autre commit, C3, C4 qui suivent dans ma branche. Quand je vais faire un git merge feature 1, qu'est-ce que Git va faire? Il va prendre le pointeur de main et va me le mettre sur C4. C'est tout, aussi simple que ça. Mais des fois, la branche principale est différente de ma branche que je suis en train de travailler, parce que je peux avoir un collègue qui a travaillé. Je ne suis pas forcément tout seul. Et dans ce cas-là, mon historique, actuellement, il n'est pas linéaire. Quand mon historique n'est pas linéaire, quand je vais vouloir faire la même opération qu'un git merge feature 1,
je peux avoir des conflits parce que je pourrais avoir des changements qui ont été faits sur les mêmes lignes. Et là, Git, il dit, c'est bien gentil, mais qu'est-ce que je garde? Donc là, c'est à nous de régler les conflits. Et surtout, ce qui va se passer dans l'historique, c'est qu'on va avoir un commit de merge, ici appelé CM. Et ce commit de merge, ce qui est intéressant, c'est qu'il a deux parents. Il va avoir le commit principal, le dernier commit de la branche principale et le dernier commit de la branche de merge. Donc là, c'est ce qu'on appelle un historique qui est non linéaire, parce que mon commit, il a deux paths. Si on utilise une magnifique commande qui s'appelle gitlog --graph, on peut afficher le fameux graphe de Git. Et là, on voit parfaitement mon commit de merge, CM, et on voit les deux passes qui restent, parce que les passes sont restées là, même après le merge. Ce commit de merge, il est particulier, dans le sens que si vous aviez des conflits, la résolution de conflits va se retrouver dedans. Et c'est un commit où certaines opérations ne peuvent pas être faites dessus, parce que mais il est différent. Déjà, il y a deux parents. Donc c'est juste savoir en tête, des fois, si vous voulez, on verra plus tard, nettoyer un peu l'historique et tout ça, un commit de merge cause des problèmes à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'on essaye de garder le plus souvent un historique clean et linéaire. Donc, comment je fais pour garder mon historique linéaire? Ici, je vais utiliser le rebase. Donc ça me permet de rejouer les commits de ma branche sur un nouveau départ. Donc ce rebase peut être de manière complètement interactive, qu'on verra après, où là on peut complètement jouer avec l'historique, ou simplement automatique. Ce qu'il faut savoir, c'est si dans vos branches, il y a beaucoup de changements, beaucoup de commits d'écart, vous allez rejouer chacun des commits l'un après l'autre. S'il y a des changements et des conflits, vous allez devoir résoudre les conflits un à un, et c'est chiant. Ça ressemble à quoi? Ici, on regarde simplement que j'ai ma feature 1, comme tout à l'heure. Je vais faire un git rebase main quand je suis sur ma branche. Il va copier mes commits. Si j'avais des conflits, il fallait que je résolve mes conflits. Je pars du principe que j'en ai pas. Et je vais avoir C3', C4'. Donc, c'est des nouveaux commits qu'il a créés. Parce qu'un commit étant immutable, je ne peux pas changer son parent. C'est un nouveau commit. Et les anciens continuent d'exister dans Git quand même, mais c'est juste qu'ils ne sont plus dans ma branche. Et à partir de maintenant, quand je fais un merge de feature 1 dans main, mon historique est linéaire, j'ai plus de merge commit. Donc, dans quel cas je vais utiliser un merge ou un rebase pour ramener les changements dans ma branche de fonctionnalité? Je suis quelqu'un qui est très pragmatique et non dogmatique. Je dirais jamais il faut faire juste ça ou juste ça. Ça dépend tellement du contexte. Prenons un exemple, vous avez une branche de fonctionnalité où vous êtes nombreux à travailler dessus parce qu'elle est vraiment grosse, il y a beaucoup de changements dessus. Mais si vous voulez faire un rebase à chaque fois que votre branche principale change, ça va être vraiment compliqué, surtout s'il y a beaucoup de changements. Et donc, c'est rejouer des commits et des commits et des commits, résoudre des conflits. Et quand vous allez résoudre 4 fois, 5 fois, 6 fois le même commit, au bout d'un moment, vous allez vraiment être tanné. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le merge, la branche principale, en faisant un git merge dans notre branche. Ça fait un historique qui est non linéaire, mais par contre, on fait les choses juste une fois. C'est vraiment plus simple. Maintenant, le rebase peut être utilisé surtout pour nettoyer un historique. Imaginons un développeur, genre moi, qui travaille sur une branche et qui fait un paquet de commits, genre first commit, third commit, remove some console log, fix test, oups, oupsie. Je demande après à mes collègues de voir mes changements, ils sont là, ils me disent « Ouais, je comprends rien de ce que tu as fait, c'est impossible de suivre ta logique. » Bon, je vais peut-être un petit peu nettoyer mon historique. Donc, mes commits de tantôt, je disais, ils n'étaient pas terribles. Comme on l'a vu, mais non, ils ne signifient rien. Comment faire un bon commit? Le premier, c'est que le message de mon commit, le titre de mon commit, ça doit être un verbe à l'impératif. Pourquoi l'impératif et pas le passé ou le présent? C'est quand on lit l'historique, on est toujours à un état X. Donc il ne faut pas se dire « j'ai fait ça ». Non, le commit, il est là, il est maintenant. Je regarde maintenant. Le deuxième, c'est que ça commence par un verbe. J'ai fait quelque chose. Le commit fait quelque chose. Mon changement fait quelque chose. Pas j'aimerais bien quelque chose ou le temps n'était pas beau aujourd'hui, alors j'ai changé ça. Non, là, partez par un verbe. Déjà, ça raccourcit énormément votre phrase. Deuxième point, décrire le changement. First commit, qu'on a vu tantôt, c'est quoi dans la vie first commit?
Moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Puis, ce qui est important, c'est vos commits. C'est bien quand vos collègues vont voir ce que vous avez fait, mais c'est surtout, par exemple, vous, 3 mois, 6 mois, 1 an après, vous regardez votre fichier, vous me dites, je ne comprends pas ce bout de code. Vous dites, montre-moi qui l'a fait et montre-moi pourquoi il l'a fait. Et donc là, vous regardez l'historique. Puis si vous lisez dans l'historique, fix something. Ouais, génial. Mais je ne comprends pas ce que j'ai fait. Ou je ne comprends pas ce que mon collègue a fait. Puis imaginons 1 an après, mon collègue n'est plus là. Ouais, je suis bien embêté. Donc, c'est pour ça que les commits, c'est important qu'ils décrivent réellement les changements. Et il faut partir du principe que la personne qui va regarder votre commit, il ne connaît pas le contexte au moment où vous l'avez créé. Donc là, je vais essayer de nettoyer mon historique. Par exemple, j'ai un commit où j'ai rajouté des console logs pour débugger. Ouais, j'en ai pas besoin, je vais le supprimer. Donc là, on avait notre git rebase de tout à l'heure. Cette fois-ci, je vais mettre le -i en mode interactif. Il m'ouvre une jolie commande, une console. Puis je vois ma liste de commits. Donc par exemple, ici, par défaut, il va mettre pic, le nom du hash et le message de commit. Mais là, je peux changer le premier mot. Par exemple, drop. Quand je fais ça, git, il fait quoi? Il me crée un nouveau commit. Son parent, c'est C1. Et il reprend ma branche dessus. C2, il a disparu. Waouh! Mais des fois, je veux simplement aussi regrouper mes commits ensemble. Par exemple, j'en ai fait un pour ajouter des console logs. J'ai réussi à trouver mon problème, je l'ai fixé. J'ai refait un commit pour enlever les console logs. Ouais, finalement, je vais regrouper ces 3 commits ensemble, ça va être un peu plus clean. Mais là, c'est ce qu'on appelle un squash. Donc, on regroupe des commits ensemble. Donc, comme tantôt, rebase interactive, et les commits qu'on veut merger dans le commit parent, on dit squash, ou S pour si vous n'avez pas envie d'écrire. Et je peux mettre squash sur plusieurs commits l'un après l'autre, ça va tous les regrouper en un. Qu'est-ce que fait Git en arrière? Comme tantôt, il me crée un nouveau commit C3 avec le contenu des commits que j'ai squash ensemble. Aussi simple que ça. Une autre possibilité, je n'ai jamais compris à quoi elle servait. Vous dites, ouais, j'ai pas aimé l'ordre dans lequel j'ai fait mes commits, j'aimerais les inverser parce que. Ben, vous pouvez dans un rebase interactive. Vous avez juste à prendre vos ID de commit et les inverser. Et il va recréer l'ordre des commits. Franchement, si quelqu'un sait à quoi ça sert, il pourra me le dire dans la période de questions ou après. J'ai jamais compris, mais beaucoup de personnes le donnent en exemple. Okay. Maintenant, imaginons que mon commit de tout à l'heure, first commit, finalement, il était super pratique et il y avait tout son contenu qui était dedans et était pertinent. Je ne veux pas le perdre. Je veux modifier son message. Ou encore, j'ai un commit 3 plombs plus loin dans l'historique. Ouais, je vais essayer de le modifier parce qu'il y a un console log qui traîne. J'ai pas envie de faire un commit 5 commits plus tard pour enlever un console log. Mais je peux modifier mon commit. Donc je pars encore dans mon rebase interactive. Puis cette fois-ci, je vais lui dire édite-moi ce commit. Là, il rejoue l'historique. Il se ramène au commit et il dit voilà, je suis au commit que tu voulais modifier. Fais ce que tu veux quand tu es prêt. Fais-moi un commit, moi un amend. Puis je vais recréer ton commit avec ça. Donc ce qui est fun, c'est que comme ça, vous pouvez changer le message, mais vous pouvez surtout changer le contenu. OK. Maintenant, quand vous voulez ramener votre travail dans la branche principale, vous avez 2 choix. Soit vous dites, ma branche que j'ai travaillée, je vais la laisser crade. Parce que quand je vais la ramener dans ma branche, je vais ramener tout ça dans un seul commit. Donc faire un gros squash de ma branche de travail. Ou vous dites, ben, les plupart des commits qui sont dedans, ils sont pertinents, je vais essayer de les garder. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on squash? Est-ce qu'on merge? Est-ce qu'on rebase? Mais encore une fois, ça dépend du contexte. Donc comme je disais, si votre branche de travail, vous pouvez la garder linéaire, mais un squash and rebase vous le permet, c'est quand même bien pratique. Si elle est trop grosse, puis vous ne pouvez pas, faites un merge. Et encore une fois, si les commits dans vos branches font du sens indépendamment chacun, mais vous n'êtes pas obligé de faire un squash, un rebase. Juste un rebase suffit, vous allez ramener tous les commits qui sont dedans, ça fait du sens. Donc, comme je dis, ça dépend vraiment du contexte de votre branche, dans quel état elle est et à quel point vous voulez garder les choses dedans. On parle depuis tantôt de ramener notre travail dans la branche principale. Mais comment ça se fait? La plupart des outils comme GitHub, etc., nous permet de faire ce qu'on appelle des pull requests. Merge request, comment ça s'appelle GitLab, mais c'est exactement la même chose. C'est le principe
vraiment de permettre aux autres personnes de l'équipe, ou des fois même à soi-même, c'est bien pratique de se reviewer, de justement regarder le code qui a été fait, de voir s'il n'y a pas des choses qui ne devraient pas être faites, des choses qui ne sont pas claires, mettre des commentaires. Et surtout, c'est rajouter toutes les possibilités d'automatisation par-dessus. Donc, ce qu'on appelle communément le continuous integration. Donc, rouler les tests automatisés, rouler l'inter, envoyer l'information à un autre outil externe qui va regarder, par exemple, votre qualité de code. La pull request permet de faire ça, c'est vraiment de rajouter ces automatisations. Par contre, c'est pas vraiment dans Git lui-même, parce que Git, ben, il est local. Donc, vous avez besoin d'utiliser un outil comme GitHub, comme GitLab ou d'autres outils qui existent, qui, eux, vont avoir ce set, justement, d'automatisation. Ça ressemble à quoi, une pull request dans GitHub? Ben, oups, était de l'autre bord. Donc ici, c'est un des projets qu'on a à l'interne, qui est genre un micro-blog. Et une de nos collègues a décidé de rajouter un article dedans. Donc elle dit, j'ai rajouté un article sur Vue 3 et la réactivité. Donc on voit le premier point en haut, c'est le titre de la pull request. La personne peut mettre une description. Les gens peuvent commenter. Donc par exemple, mon collègue Xavier avait fait un commentaire dedans, donc ici qui est rétréci. Les gens peuvent l'approuver et ainsi de suite. Donc c'est vraiment à ça que sert une pull request, ça ressemble à ça. Maintenant, on va rentrer dans les cas vraiment pratiques de Git. Donc, on a vu tous les concepts de base. Avec tout ce qui a été dit avant, vous couvrez 90% des use cases de Git. Et encore, des fois même plus. Mais des fois, on rentre des use cases un peu funky. Donc, par exemple, mon collègue a travaillé sur une branche. Il a plusieurs commits, mais il y en a un dedans qui règle des problèmes que j'ai dans ma branche aussi. Ben, j'aimerais bien juste ramener ce changement et pas tous ces changements, parce que les autres, je ne les veux pas. C'est pas mon travail. Donc là, on veut récupérer un commit. Des fois, on est sur notre poste, puis on a fait des modifications, mais on n'est pas prêt de créer un commit. Mais je ne veux pas les perdre, donc je veux les sauvegarder localement. Ou encore, j'ai fait un rebase, j'ai fait des opérations, j'aimerais resetter ma branche à un autre état précédent. Donc le premier, récupérer un commit d'une autre branche, on appelle ça le cherry pick. Des jolies séries. Donc imaginons que là, je suis sur feature 1, mon collègue a travaillé sur feature 2, et je voudrais récupérer son commit C5. Ben, en fait, c'est aussi simple que git cherry pick, le hash du commit, C5. Puis là, il copie mon commit. Un truc qui est vraiment important, le commit que vous récupérez de l'autre branche, ne le squashez pas dans votre historique de branche avec un autre commit. Parce que, imaginons que la branche feature 2 ici est mergée, puis je veux merger, moi, feature 1. Mais il va avoir les mêmes changements dans deux commits différents, mais avec d'autres changements. Git sera plus capable de dire c'est le même changement, c'est correct. Il va dire il y a deux changements, j'ai un conflit, résolve-moi ça. Puis des fois, le conflit est vraiment niaiseux, c'est dire j'ai la ligne qui conflit avec exactement la même ligne. Dieu, c'est la même chose, mais vous devez le résoudre manuellement. Donc c'est vraiment, quand vous cherry-piquez, faites attention de ne pas squasher un commit. Maintenant, j'ai travaillé sur ma branche, etc. Puis j'ai besoin de sauvegarder mes changements pour aller sur une autre branche. Par exemple, mon collègue il me demande de l'aide. Mais si je fais un git checkout sur sa branche, ou git switch, sa branche, il va me dire tu as des changements non committés qui peuvent rentrer en conflit, fais quelque chose, je ne le fais pas pour toi. Et là, ouais, mais moi, mes changements, je veux les garder. Pour ça, c'est magnifique, il y a une commande, ça s'appelle git stash, qui prend tous les changements non committés et vous les met de côté. Vous pouvez avoir autant de stash que vous voulez. Pour les voir, vous faites un git stash list. Il va vous montrer le dernier commit qui était sur la branche dans laquelle vous étiez, puis la branche dans laquelle vous étiez. Si vous voulez faire autre chose que juste un git stash, vous pouvez même passer un commentaire pour que des fois ça soit un peu plus parlant, ce que je ne fais jamais. Donc c'est pour ça que vous voyez juste le nom du commit précédent. Et finalement, c'est un peu comme un commit, sauf qu'il est juste local. Donc si vous faites un git push pour envoyer votre changement, par exemple, vers GitHub, les stashes ne sont pas poussés. Si vous perdez votre ordinateur demain et que le contenu que vous avez stashé est important, tout bad, il est perdu, il est juste local. Maintenant, c'est bien mes stashes, là, mais comme on a vu tantôt les noms, là, franchement, j'ai quoi dans Work in Progress, Independence, machin chose, Fixed Dependency for Migration App. Ça, c'est bien, ça me dit ce qu'il y avait avant, mais ça me dit absolument pas ce que j'ai fait. Mais là, je peux faire un git show --stat, le nom du stash,
Puis ça va me donner, ça c'est les changements. Pourquoi le moins stat? C'est que la plupart du temps, j'ai pas besoin du diff au complet, juste les fichiers qui sont dedans, ça me suffit. Mais si vous enlevez moins stat, par défaut maintenant, il vous met le diff. Donc vous voyez tous les changements qui ont été faits. Donc, git diff. Donc comme je disais, c'est comme un commit. Git diff, qui est une commande assez pratique, qui vous permet de faire un diff avec n'importe quoi dans Git. Commit 1, commit 2, ma branche avec une autre branche. Actuellement avec un stash, c'est magique. Vous pouvez faire des diffs de n'importe quoi. Bon, des fois, vous faites n'importe quoi et le diff il fait 40 km de long. C'est moins pratique. J'ai sauvegardé mon changement, je veux le récupérer. Git stash pop, ça va popper le dernier. Mais si je veux par exemple stash at 32, c'est git stash pop stash at 32. Voilà. Puis si finalement j'ai stashé quelque chose, mais finalement ça fait 3 mois que je l'ai fait, j'ai oublié ce que ça fait, c'est vraiment plus relevant. Git stash drop avec ou sans référence, puis ça le supprime. C'est bien pour cleaner, parce que quand vous en avez 32, il faut vous demander pourquoi. Maintenant, donc là, je suis sur C3, C4. Je voudrais revenir en arrière. Donc, mon commit, là, C4, je ne le veux plus. Finalement, j'ai fait de la chenoute. Ça ne sert à rien. Je peux faire un rebase interactif comme on a vu plus tôt, puis dropper mon commit. Ouais. Mais je peux aussi simplement faire un git reset sur le nom du commit. Puis là, je fais juste changer le pointeur de ma branche sur le commit que je lui donne. Vachement plus simple qu'un git rebase. OK. Mais maintenant, par exemple, ma feature 1, je l'ai rebasé sur main. Bon. J'aurais dû prendre un autre exemple. Feature 1, j'ai rebasé sur une autre branche de fonctionnalité parce que je me suis planté. Je voulais écrire main, mais j'ai décidé de j'y mettre en risque /feature 1, 2, 3 parce que c'est vraiment simple de se tromper. Accessoirement, je l'ai déjà fait, mais pour pas pointer vers main, mais vers production. Mais là, je veux annuler et j'aimerais garder tous mes commits parce qu'ils sont importants, ces commits. Mais je vais faire comme tantôt, git reset C4. Donc comme je disais, tous les commits sont dans votre historique, même s'il n'y a plus de branches qui pointent dessus, ils sont conservés. On ne fait toujours que des copies. Donc C4, il existe encore, je peux revenir dessus. Puis ma branche, elle est exactement comme avant mon rebase. Ouais. Ça, c'est cool. Mais imaginons que je ne me rappelle plus le hash de commit de C4. Parce que là, c'est bien, C4, c'est facile, mais si c'était un A32, 27, 8, les premiers, parce qu'on n'est pas obligé d'écrire le hash au complet, ça c'est cool, mais même ça, moi je regarde jamais les ID de commit, je suis un peu fourré. Git a un truc qui est magnifique qu'on appelle le reflog, donc c'est un journal de toutes les opérations que vous avez faites sur vos branches. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, il y a une date d'expiration, parce qu'au bout d'un moment, sur un projet, ça peut devenir assez gros, de 90 jours. Il peut être plus long, il peut être plus court, c'est de la config que vous pouvez faire. Puis vous pouvez aussi le cleaner de temps en temps. Donc là, dans notre cas, on va dire, montre-moi le reflog, donc montre-moi le journal, GitHub, reflog show. Et là, il me manque tous les changements. Ouais, c'est bien là, les dernières opérations, c'était mon rebase. Donc rebase, il me dit, il a fait ça, puis je vois surtout add 4, commit C4. Ah tiens, mon commit que je voulais, il est là. Mais quand vous travaillez sur plein de choses ou que vous avez travaillé sur une autre branche, puis vous voulez revenir dessus, donne-moi juste le journal de cette branche, s'il te plaît, parce que sinon, ça peut être très long et très chiant à trouver. Donc, git reflog show feature 1, ça va filtrer là-dessus. Et là, je peux retrouver beaucoup plus facilement. Donc, par exemple, mon commit C4, au lieu d'être feature add 4 dans l'historique, là, il est juste en position 1. Donc, maintenant, je fais quoi? Pour revenir sur C4, git rebase, et je lui mets la référence dans l'entrée du reflog. Reflog, donc ici, dans mon reflog, on le voit que l'entrée s'appelait feature 1 at 1. Vous pouvez mettre l'ID du reflog si ça vous intéresse, genre C84F051. Moi, j'aime bien mettre des trucs qui ressemblent à du texte, que je peux lire. Et ça marche pareil, comme tantôt. Ok, mais c'est bien. J'ai fait mon rebase, je me croyais hot, j'ai continué de travailler dessus, j'ai fait un nouveau commit. Là, si je refais mon rebase de tantôt, mon reset de tantôt, mes commits que j'ai fait par après, je les perds. J'aimerais pas les retaper à la main quand même, c'est un peu plate. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un mélange de tout ce qu'on a fait avant. Donc, je vais aller faire un reflog reset pour venir sur C4.
Puis ensuite, je vais faire un cherry pick de mon commit. Donc exactement comme tantôt. Je récupère ma dernière opération avant le rebase. Je reset dessus. Maintenant, je retourne dans ma branche en disant ben, remonte-moi le journal parce que évidemment C5 je ne l'ai pas pris en note. Hein. Ça serait trop simple. Je retrouve mon commit C5 et je cherry pick. Donc comme tantôt, le cherry pick, ça prend un commit mais ça prend une référence aussi. Et comme mon journal, c'est une référence, ça marche aussi. Tadam, je viens de restaurer ma branche. Grande question qu'on pose souvent. Qu'est-ce que je fais pour représenter ma prod ou mon environnement de staging, mon environnement de test? Est-ce que je fais une branche production? Est-ce que je fais une branche staging? Est-ce que je fais des tags? Mais ça dépend vraiment de c'est quoi votre projet. Et accessoirement, ce n'est pas l'un ou l'autre. Hein. Ça peut être l'un et l'autre. Il faut éviter les exclusifs dans la vie, c'est bien. Si vous avez une librairie, donc par exemple, je fais une librairie Node.js que je vais déployer sur NPM, ou une librairie Go que je veux utiliser dans d'autres projets, ben, utilisez des tags. Parce que ces outils-là vont se brancher sur vos tags pour savoir vos numéros de version. Donc utilisez toujours des tags quand c'est des librairies que vous voulez partager. Mais utilisez des branches de release aussi parce que, imaginons que vous avez fait une super librairie, vous avez une version 1.0, une version 2.0, puis là, il y a une issue de sécurité qui sort, puis vous devez fixer. Bah, vous pouvez dire, en tant que développeur responsable, j'ai fixé ma version 2.0, ou vous dites, ouais, ma version 1, elle est encore super utilisée, j'ai juste une faille de sécurité, ou je la fixe aussi. Donc à partir du moment où vous voulez mettre à jour plusieurs versions, quand vous avez par exemple des cas de faille de sécurité, mais avoir des branches, c'est là où ça reste pratique. Donc tantôt, j'avais ma version 1.0, ben, je pourrais avoir une branche V1, et je vais faire un nouveau commit dedans pour faire mon page de sécurité, refaire un tag dessus, version 1.1.0 ou version 1.0.1. Ça dépend à quel point votre bug fix il est important. Pareil sur la version 2, puis demain, si vous faites la version 3, pareil. Puis pour de la prod, finalement, si votre application, ce n'est pas une librairie, c'est exactement le même principe. Ma branche de prod va représenter l'état de prod en tout temps, et donc c'est vachement plus facile de faire des hotfix par-dessus, parce que vous avez un point de départ. C'est vrai, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez des tags, vous pouvez check-outer un tag, créer une branche à partir de ce tag-là. Mais c'est plus de boulot, c'est plus de mémoire. Puis honnêtement, une branche qui s'appelle production, ça n'a jamais tué personne. L'autre chose, comme je disais, les tags sont immutables. Mais imaginons que ma librairie, comme je dis, elle a une faille de sécurité. Un tag est immutable, mais un tag peut être supprimé. Ce qu'il ne faut jamais, mais vraiment jamais faire, c'est dire j'ai fixé. J'ai supprimé mon tag 1.0.0 parce que personne ne le voit. Et je recrée un tag 1.0.0. Ah oui, vous venez de créer 2 fois un tag qui pointait sur quelque chose. Pourquoi ne jamais le faire? Vos outils comme NPM, comme Go, etc., ils vont garder votre version courante. Ils vont avoir 1.0.0. Puis il va avoir la version distant, 1.0.0, il n'y a pas de nouvelle version. Fine, j'ai la même version. Ah non, l'ancienne avait une faille de sécurité. Votre outil ne le voit pas. Donc c'est pour ça, et en même temps, pour vos utilisateurs, ils ne savent pas que vous avez fait une release. Donc vraiment important de toujours incrémenter votre version quand vous faites un tag et jamais supprimer et recréer un tag. Par contre, si votre version 1.0.0 a une faille de sécurité et puis vous voulez que plus personne l'utilise, vous pouvez le supprimer le tag après avoir fait la 1.0. Puis le petit bonus que j'avais gardé, c'est signer des commits. Donc, par exemple, si vous êtes sur GitHub, GitLab ou autre outil, vous pouvez voir des commits avec un petit flag vérifié dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, 1, le commit a été signé, et 2, GitHub ou GitLab a la clé publique correspondante à cette signature, et donc peuvent valider que c'est vraiment la bonne personne. Ça, on va retrouver ça beaucoup dans des projets open source, où on veut être sûr que la personne qui commit, c'est vraiment la bonne personne. Parce que si on regarde un historique de commit, on voit qu'un tel a fait un commit, puis un tel, c'est généralement un email. Mais il n'y a aucune vérification de l'email. Moi, je peux mettre l'email que je veux. Et je pourrais prendre, par exemple, l'email de mon collègue. Je dis, tiens, ce commit-là, qui fait de la merde, je ne veux pas que ça apparaisse sous mon nom, donc je vais dire que c'est lucas@qmodule.com qui a fait le commit. Ouais, mais si vous ne signez pas vos commits, il n'y a aucun outil qui va valider ça. Et donc, vous pouvez impersonnifier quelqu'un d'autre. C'est bien quand c'est un collègue, mais dans un projet open source, ça peut être un hacker ou n'importe qui, c'est vraiment moins cool.
La signature, bah, c'est une clé GPG simplement. C'est lié à un email et c'est comme ça que la vérification est faite. Donc, si vous pouvez, moi je vous le dis, je vous le conseille, signez toujours vos commits, même si vous ne faites pas d'open source. C'est juste une bonne pratique. C'est facile à mettre en place. Je n'ai pas voulu faire une démo de comment le mettre en place, parce que c'est quand même plusieurs étapes, mais GitHub vous donne un tutoriel de comment le faire, GitLab vous donne un tutoriel de comment le faire, et la plupart des outils qui permettent de le voir vous donnent les outils pour le faire. Et ça fonctionne autant sous Mac, sous Linux que sous Windows. Donc, j'étais un peu plus vite, parce qu'il fallait que je prenne ma voix, je suis désolé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il nous reste encore un bon 10 minutes. Et si vous voulez discuter de Git, d'autres outils, n'hésitez pas.